Vandaag zullen we een tweede keer getuigenissen hebben rond het thema Employees at the Heart of New Modes of Governance. Donc la session a vraiment pour but de vous mettre mettre en avant des bonnes pratiques en matière de management participatif. We hebben ook de deelname gehad toen van de Butterfly ook. Vandaag zullen we nog 3 andere getuigenissen hebben, die ook zeer complementair zijn. Dus we zullen eerst een getuigenis hebben van Anne-Catherine Trinon, CEO bij Altavia ACT, een communicatiebedrijf. Enfin, ze zal er meer over zeggen. Dan hebben we Siviglia Berto, Managing Director van Bitonic, een filiale bij Valoise. Et enfin, nous aurons le témoignage Géraldine Deleuze de N-Group, un groupe de médias. Elle en dira également un peu plus tout de suite. Ces 3 témoignages seront suivis par des questions de nos jeunes challengers. Dus het zijn jongeren van tussen 18 en 35 jaar, die dus jong professionals zijn, die op voorhand ook een paar vragen hebben voorbereid voor onze sprekers vandaag. Dus Marlies van de Poel werkt voor impactadvocaten, dus komt zeker interessante vragen stellen vanuit haar ervaring. En Loan Astorino doet nu een doctoraat bij UMONS. Vous aurez ensuite la possibilité de poser vos propres questions et comme l'a dit Églantine, durant toute la session, vous pouvez mettre vos questions déjà dans le chat. N'hésitez pas aussi à préciser à qui s'adresse votre question. Voilà, on va en rester là pour l'introduction. On ne veut surtout pas empiéter sur le temps de parole des orateurs qui ont plein de choses à dire. Donc, ik zal ook meteen het woord laten aan Anne-Catherine voor haar eerste getuigenis. Et commencer d'abord peut-être par me présenter. Donc moi je suis CEO de l'agence Altavia, qui est une agence de communication spécialisée dans le retail. Donc tout ce qui est communication et activation, point de vente, depuis 1997. Donc j'ai commencé cette agence il y a 25 ans. Et on a aujourd'hui 80 collaborateurs dans l'agence, répartis dans des départements qui vont du print management jusqu'au digital, en passant par la stratégie, le packaging et la création. Et je vais commencer par une vidéo. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai montré ça? Est-ce que vous voyez mon écran? Donc, la genèse de ça, c'est donc pourquoi est-ce que je vous ai montré cette vidéo? Parce que, en fait, j'ai créé mon agence, comme je vous l'ai dit, en 1997 et en 2005, ma vie va changer. Et en fait, j'ai changé du tout au tout entre 2006 et 2009, moment où j'ai décidé de mettre en place un processus d'intelligence collective dans l'agence. Alors la genèse, elle vient du fait qu'en 2005, j'ai décidé de me séparer de mon associé avec qui j'avais fondé l'agence. Et je suis à une formation à Ishek PME Pro, où la dernière séance avant Noël est consacrée à la gestion du changement.
Et il y a une consultante qui nous explique ce qu'est la gestion du changement et je prends note. Et en fait, moi, j'ai tout mis en place pour me séparer de mon associé en 2006. J'ai pris un avocat, je me suis organisée à tout niveau et je me rends compte pendant cette formation qu'il y a un élément que j'ai complètement oublié, c'est mon équipe. Et donc, pendant la pause, je vais aller trouver cette gentille consultante à qui je vais expliquer mon problème et elle va m'accompagner pendant 2 ans. D'abord, pour mettre en place tout ce qu'il fallait pour que je puisse annoncer à mes collaborateurs la séparation avec mon associé et surtout m'assurer que les 6 collaborateurs qui étaient là restent, puisque du coup, j'ai appris qu'il fallait d'abord que je m'occupe d'eux. Et par la suite, elle va surtout, je vais surtout me prendre quelques claques sur la manière dont je gère cette agence. Et je vais notamment me rendre compte que j'ai des choses à améliorer. Pourquoi? Parce que en fait, mon métier principal à l'époque et mon jeu principal, c'est de prendre une lampe d'incendie et d'éteindre les incendies toute la journée. Je trouve ça passionnant. Donc, en fait, mes collaborateurs viennent avec des problèmes et moi, pour résoudre les problèmes, je lance ma lance d'incendie et j'éteins tout ça et je rentre le soir chez moi, je dépose mon casque, ma tenue de pompier et je trouve que j'ai passé une excellente journée, mais en faisant ça, je ne fais surtout pas mon métier. J'ai une société qui stagne, je considère que mes collaborateurs sont tous des incapables et clairement, je suis ce qu'on peut appeler, et j'ai d'ailleurs fait un livre sur le sujet, un vrai patron de merde qui n'est pas très gentil et très correct et humain avec ses collaborateurs. Du coup, je vais me prendre des claques dans tous les sens et ça va m'obliger à me remettre en question. Et après 2 ans de coaching individuel, là, j'ai quand même commencé à évoluer et à me poser les bonnes questions. Et cette consultante me propose de mettre en place un processus d'intelligence collective. À l'époque, on est en 2009, donc c'est pas très courant à cette époque-là. Et pourquoi est-ce que je le fais? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je me rends compte que l'humain est quand même au centre de l'entreprise et que finalement, c'est mes collaborateurs qui en sont le moteur. La deuxième chose, c'est que j'ai une entreprise qui est en train de grandir et donc je veux bâtir les fondamentaux. Et le troisième élément, qui est sans doute le plus important, c'est que je me pose la question de qu'est-ce qui fait qu'ils passeront encore la porte dans 5 ans? Qu'est-ce qui fait qu'ils auront encore envie de venir? Parce que finalement, comme c'est eux les plus importants de l'entreprise, puisqu'on est une société de service, qu'est-ce que je vais mettre en place avec eux pour que leur métier soit passionnant et surtout qu'ils aient envie de rester dans l'agence. Donc, on va mettre en place différentes choses. Donc, je vous montre l'évolution de l'équipe. Donc, création en 97 et puis 2015, j'ai vendu à un groupe français, l'agence en question, Act, qui est devenu en leur entre-temps Altavia Act, et on est passé de 45 à 80 personnes, qui est toujours le cas actuellement. Mais c'est quoi l'intelligence collective? L'intelligence collective, on pourrait l'associer à 3 éléments. Le premier, c'est faire passer une équipe de l'autonomie. Oui, oui, patron, je fais ce que vous me... de l'obéissance et de l'obéissance. Surtout, oui, oui, patron, je fais ce que vous me demandez, à la co-responsabilité et à l'autonomie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En soi, ça veut dire amener des gens à réfléchir autrement, à coopérer, ce qui n'est pas évident parce qu'on est dans des sociétés où on a plutôt tendance, si jamais on copie son voisin à l'école, à se faire taper sur les doigts. Donc, on n'est pas vraiment dans une société qui pousse à la coopération. Donc, ça demande une toute autre réflexion en interne, mais surtout, ça permet d'être beaucoup plus fort ensemble. Et une fois qu'on a avancé sur le projet, qu'on a commencé à collaborer, en fait, les collaborateurs deviennent porteurs du projet de l'entreprise. Et c'est ça la grande force, c'est qu'ils viennent avec des propositions d'amélioration. Ils viennent, aujourd'hui, quand je dois recruter, je peux simplement poster en disant, tiens, il faut qu'on recrute tel profil. Est-ce que quelqu'un, d'abord, est intéressé en interne? Et deuxièmement, est-ce que vous n'avez pas un copain ou une copine qui serait intéressé à rejoindre l'agence? Donc, c'est quand même beaucoup plus facile. Et je dis souvent, c'est vous on est dans un grand bateau, c'est vous qui savez où est le trou dans la coque et vous êtes surtout les experts parce que moi je ne suis là que pour gouverner, tenir le gouvernail en tout cas. C'est vous qui êtes les experts et qui pouvez mener à bien le bateau. Et le troisième élément, c'est que c'est un processus en spirale. Pourquoi un processus en spirale? Parce qu'il faut toujours remettre l'outil sur le métier. On n'est pas habitué à travailler de cette manière-là et donc dès qu'il y a des nouveaux qui arrivent dans l'agence,
ils ont toujours l'impression de rentrer dans une secte dès qu'ils font des réunions avec nous, parce qu'on commence par demander comment tout le monde se sent. Et donc, ça peut donner l'impression d'une réunion un peu particulière. On a mis toute une série de processus en place. Et donc, fatalement, au départ, c'est un peu désarçonnant. Et puis, après, tout le monde prend un pli. Mais c'est vrai qu'on va plutôt, nous, mettre en avant tout ce qui va bien et mettre l'accent sur ce qui est à améliorer. Mais donc, on met un point d'honneur sur le fait que l'erreur est humaine et donc l'erreur, elle nous permet aussi de progresser. Partant de là, en fait, la première chose qu'on a faite, et c'est les fondamentaux de l'intelligence collective, elle met un cadre dans lequel on peut progresser, jouer. Et donc, c'est en fait une forme de management qui est quand même très centrée aussi sur les processus, mais les processus vont venir des collaborateurs et pas obligatoirement de la direction dont je fais partie. Et donc, pour arriver à ça, on va réfléchir à quels sont les stades de développement des équipes. Le premier stade, c'est ce qu'on appelle la collection d'individus, c'est-à-dire que je viens dans l'entreprise, je fais mon boulot, je m'entends bien avec mes collègues, mais en fait, je suis centrée sur moi-même, parce que j'ai un responsable qui, en fait, va me donner des ordres, et moi, je vais exécuter ces ordres, et lui, en fait, mon responsable, il va se centrer sur le contenu, s'assurer que, voilà, me donner des ordres, vérifier que c'est bien fait, etc. C'est évidemment très chronophage, et l'objectif, évidemment, c'est de pousser le responsable à devenir de plus en plus autonome, en tout cas à pousser vers cette autonomie et donc à déléguer. Une fois qu'on est arrivé un peu à déléguer, on va avoir ce qu'on appelle un groupe solidaire, c'est-à-dire que le responsable, il va se centrer sur il va être ressource. Donc, il va être celui qu'on va venir trouver en disant, tiens, chef, il y a la machine qui fait tic, 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 c'est bizarre, elle s'est arrêtée. Oui, mais elle fait tic, tic, tic ou elle fait tic, tic, tac, tic? Parce que si elle fait tic, tic, tac, tic, c'est le problème est celui-là, etc. Donc, on vient uniquement le chercher dans des cas bien spécifiques. Il va donc se centrer sur le processus. Et par exemple, quand on dit se centrer sur le processus, c'est que les équipes ne vont plus être dans du top-down, hein, où j'ai un ordre et j'exécute l'ordre et je ne sais pas très bien ce que fait mon collègue, mais en soi, ça n'a pas d'importance puisque je réponds à mon manager. Dans ce cas-ci, en fait, chacun va s'identifier à un groupe. Le groupe, ça peut être un département, ça peut être un groupe sur un projet bien spécifique, et le responsable va plutôt être là sur, tiens, comment est-ce que vous allez faire la tâche, qu'est-ce que vous allez mettre en place, quels sont vos délais, et donc plutôt se centrer vraiment sur le processus. Et enfin, on a le troisième stade, où là, on est dans ce qu'on appelle l'équipe performante, où le responsable va plutôt se centrer sur la vision, la stratégie, la réflexion long terme, sur ce qui fait sens. Et donc, dans ce cas-là, on va avoir des équipes qui vont se centrer sur l'organisation, qui vont être capables d'avoir des réunions, de pouvoir engager des collaborateurs, de pouvoir prendre toute décision qui est indispensable à la structure à partir du moment où c'est centré sur le sens. Ces trois éléments, ces trois stades de développement ne se font pas d'un coup de baguette magique. Il faut entre 1 et 5 ans pour mettre un processus tel que celui-là en place. Et quand je dis 1 et 5 ans, 1 an pour passer du premier au deuxième stade dans certaines équipes, et puis il faut encore du temps pour arriver au troisième stade. Quand la consultante m'avait parlé de ça, j'avais dit ouais, je vais faire ça en 1 an ou 2. Il a effectivement fallu les 5 ans pour arriver à ça. Si je dois résumer ces 3 stades, je pourrais dire que si on faisait un lien avec un coach d'une équipe, on pourrait dire que dans le premier stade, on va se centrer sur quoi et comment le faire. Dans le deuxième stade, on va se concentrer sur quoi et surtout comment le faire. Et dans le troisième stade, on va se concentrer sur pourquoi et surtout pourquoi faire. Et dans le cadre d'une équipe, si on reprend l'analogie avec le football ou toute équipe collective, si vous avez des enfants, vous savez que quand ils apprennent à jouer au foot, ils se mettent sur le terrain la première fois et puis ils sont déjà contents quand ils arrivent à taper dans la balle. Et donc ça, c'est le premier stade. Le deuxième stade, c'est qu'ils arrivent à se faire des passes. Et le troisième stade, ils arrivent à marquer. Et en fait, ça n'a aucune importance de voir qui marque. Le plus important, c'est de mettre la balle au fond, comme on dit. Et dans ce cas-là, on s'en fout de savoir qui l'a fait. Ce n'est évidemment pas le Graal de partir vers le troisième stade. Il faut pouvoir faire ce qu'on appelle la gestion de curseur, et ça s'apprend en termes de management, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais me retrouver, même moi à mon niveau, en responsable donneur d'ordre. Donc je vais dire, écoutez, s'il y a le feu, je ne vais pas commencer à discuter avec tout le monde pour voir par où on sort. Je vais indiquer la porte de sortie,
Et si je me fais référence à des événements de ces 2 dernières années, quand il y a eu le Covid, j'ai repris fortement la main sur l'ensemble des départements parce qu'il fallait quelqu'un qui prenne les décisions très rapidement et donc ça paraissait logique, mais je l'ai expliqué. Donc ça, j'ai donné du sens pour que tout le monde comprenne que j'allais le faire de manière provisoire et puis rendre au fur et à mesure le gouvernail à l'ensemble de mes collaborateurs. Et donc, c'est une gestion de curseur qui se fait tout au long de la journée. Un petit focus sur les tribus chez nous, qui est un élément très particulier. Donc les tribus, en fait, pour casser les silos dans l'entreprise, ce qu'on a mis en place, c'est des tribus. C'est-à-dire, c'est des groupes de collaborateurs qui vont travailler sur un élément central. Par exemple, on a une problématique client ou on a une problématique en interne. Donc, c'est eux qui ont, par exemple, redessiné l'ensemble des kits d'accueil des nouveaux. C'est mes collaborateurs qui ont travaillé ensemble il y a quelques années sur une problématique pour un client. Et donc, tous ces éléments-là ont été créés ensemble de manière à ce que ça se fait, on prend une personne par département. L'objectif, c'est 5 à 6 personnes maximum. Elles déterminent ensemble qui sera le responsable du projet. Et ce responsable du projet n'est pas là pour gérer tout, mais en fait simplement pour gérer le planning, s'assurer qu'il y a un suivi et qu'on arrive au bout des choses. Et on y a ajouté également un responsable du team manager. Team manager, c'est les différents responsables de département qui se réunissent une fois par semaine et qui sont là en fait en sponsor. Donc, ils ne sont pas là pour faire le travail à la place des autres et pour juger ce qui se fait, mais simplement pour aider dans les cas où c'est nécessaire. La co-responsabilité, je vous en ai parlé, ça signifie qu'on partage la responsabilité de ce qui se passe dans la société. Ça signifie qu'en cas d'erreur ou quand il y a une problématique, on ne peut pas se plaindre que le management a mal fait son job, comme on ne peut pas se plaindre que les collaborateurs ont mal fait leur job. C'est un travail commun. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe au sein de l'entreprise. Et l'exemplarité, qui est un deuxième élément important. L'exemplarité, c'est que on doit avoir une attitude exemplaire en tant que CEO et manager. On doit pouvoir faire ce qu'on appelle le walk the talk. On doit être dans la confiance. Donc, on travaille avec des employés qui sont des adultes. Et donc, on doit les traiter tels quels. On est tous adultes, on a tous des responsabilités en dehors de l'entreprise. Autant mettre tout ça au profit de celle-ci. Et enfin, il y a la transparence. Au plus d'informations on partage, le mieux c'est pour mettre tout le monde en mouvement et être sûr qu'on arrive au bon objectif. Je pourrais aller plus loin, mais je pense que j'ai atteint les 15 minutes, donc je vais devoir m'arrêter là, je pense. À moins que j'ai encore 2-3 minutes. Je regarde, j'ai encore 2-3 minutes, ok, parfait. Donc j'ai encore 2-3 slides. En termes de résultats, qu'est-ce que ça permet? Il y a un impact sur les clients, parce que cette intelligence collective, fatalement, ça fait partie maintenant de l'ADN de l'agence, mais c'est quelque chose que nous mettons aussi à disposition de nos clients. Quand on a des nouveaux contrats, la première chose qu'on fait, c'est réunir les départements qui vont être concernés chez nous, mais aussi chez les clients, de manière à travailler sur, tiens, quels sont vos besoins par rapport à nous, mais nous, quels sont nos besoins par rapport à vous, pour à ce moment-là développer un processus commun dans lequel en fait chacun va être impliqué de manière à ce qu'on ne soit pas dans une relation client-fournisseur, mais dans une vraie relation de partenaire. Et c'est là que ça fait vraiment la différence, plus la mise en place d'un outil de management qui permet de voir à tout moment au niveau des clients où nous en sommes dans leurs travaux. Le deuxième impact, il va se faire au niveau des employés. Ça permet de garder des collaborateurs fatalement parce qu'on a un mode de fonctionnement qui fait que les gens partent peu, on a un turnover très faible. Ça permet d'engager rapidement. Il y a du bien-être, de la performance et surtout de la fierté de travailler dans l'agence. Chacun se sent impliqué. J'ai des gens qui ont changé de par les différents team building et les formations qu'ils ont reçues. J'ai des gens qui sont moins dans l'individualisme et plus dans le collectif. Il faut savoir que nous n'avons pas de bonus individuel dans l'agence, c'est un bonus collectif. Donc, ce n'est pas parce qu'on ramène un client qu'on va recevoir de l'argent en plus, parce que ce client, s'il est ramené, c'est grâce à l'ensemble des collaborateurs de l'agence. Et enfin, on utilise les compétences de chacun. Et enfin, en termes d'impact sur le CEO, j'ai plus d'activité opérationnelle, hein, donc j'ai rangé définitivement toute ma lance d'incendie et tout le kit complet. Je crois que d'ailleurs, je l'ai perdu dans un tiroir. J'ai plus de temps pour m'occuper de moi et plus de temps pour les autres. J'ai plus de temps pour travailler avec mes clients, pour chercher des nouvelles opportunités, pour challenger des projets internes.
pour m'occuper aussi des nouvelles générations, puisque je suis quand même pour impliquée dans le réseau Entreprendre, entre autres, et dans d'autres projets. J'ai une délégation complète et ça me permet également d'entretenir un certain nombre de réseaux. Et enfin, au niveau des barrières, c'est important, après vous avoir montré tout le côté positif, d'aussi vous dire qu'il y a des freins. C'est qu'on dit toujours en coaching qu'une équipe ne va jamais plus loin que son chef. Et donc, si on peut aligner une 36 Ferrari et une 2 chevaux, on n'ira pas plus vite que la 2 chevaux. Et donc, il faut s'assurer que tout le monde est aligné au niveau des managers aussi et que tout le monde est bien formé à ce niveau-là. Et parfois, ça peut poser problème. Il faut accepter que chacun d'entre nous ne peut parfois pas apprécier ce genre de processus de travail. Et donc, il vaut mieux, dans ce cas-là, quitter l'agence. Il faut accepter que cette mise en place prend du temps parce qu'on travaille avec des êtres humains et donc voilà, l'humain, ça prend du temps. Et le dernier point, c'est que quand on se lance dans un processus tel que celui-là, on ne peut pas faire demi-tour. Une fois qu'on a franchi le gué, il est impossible de revenir en arrière. Et donc ça, c'est un élément très important aussi. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Anne-Catherine. Et donc, effectivement, j'allais dire, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à aller jeter un œil à ce livre. Avant, j'étais un patron de merde. On l'a lu et ça vaut la peine. Donc, un tout grand merci, Anne-Catherine. On reviendra vers toi après les 2 autres témoignages avec quelques questions pour approfondir. Als er ondertussen dus vragen zijn, aarzel zeker niet om het in de chat te zetten. Nu gaan we naar de getuigenis van Siviglia luisteren. Dus Siviglia Bertobert is directeur van Bitonic, een filiale van Baloise. En ze zal een beetje toelichten hoe ze tot daar gekomen is. Siviglia, het floor is yours. Goedemiddag allemaal. Ik ga mijn presentatie delen. Ik hoop dat jullie die allemaal zien. Ja. Eerst en vooral, ja, de vorige getuigenis was heerlijk. Anne-Catherine, zeer herkenbaar voor mij. Ik was ook een pain in the ass manager, baas. Ik heb ook zo'n parcours afgelopen. Ik had ook problemen met teamleden omdat ik te hard was. En mij te veel in micromanagement stak. En ik heb eigenlijk in 2018 besloten om de corporate wereld te verlaten. Een eigen bedrijf op te starten in evenementen en incentives, gelinkt aan duurzaamheid. En toen kwam COVID. Dus ja, mocht ik helemaal terug beginnen. En dan is eigenlijk het project van Bitonic op mijn pad gekomen vorig jaar. Ik ga mijn presentatie een beetje anders aanpakken. Ik ga vooral tonen waar ik vandaag sta. Ik heb in de laatste 6 maanden eigenlijk een nieuw bedrijf uit de grond laten komen. Bitonic is een start-up van Baloise. Baloise investeert redelijk veel in de Beyond Insurance ecosystemen. En ik ben heel blij dat ik daar aan kan deelnemen. Dus we helpen organisaties op vlak van welzijn, well-being, doorheen verschillende initiatieven, mentaal, fysiek, voeding, de werkplek, leiderschap en zo verder. Ik ga daar niet te veel details over geven. Ik ben zelf dus onderneemster en avonturierster. Ik ben ook iemand die heel graag in de bergen gaat gaan wandelen om mentaal tot rust te komen en dan vol creativiteit terug te komen. Wat hebben we vandaag? Dus in september zijn we gelanceerd. We hebben 4 takken. Welzijnstrajecten bij Wellbeing Works. Dan een beetje zwaardere onderwerpen. Burn-out begeleiding, rouw, traumabegeleiding, reïntegratie. Dan hebben we het 3e rond Wellbeing Coaching. En dan het 4e rond bedrijfsadvies en scans. We hebben op 6 maanden tijd een heel nieuw gebruikersplatform, Wellbeing platform gelanceerd, 24/7 bereikbaar op alle mogelijke tools, een app gebouwd, waar dat je heel wat zaken, activiteiten op kunt volgen.
Het is de race naar 2030, dus health en well-being voor veel bedrijven en ook dankzij of door corona, COVID, staat nu hoog op de agenda. Laten we van de crisis een opportuniteit maken, dacht ik. En ik baseer mij vooral op de SDG's als leidraad doorheen de zaken die we verder gaan ontwikkelen. En dan een van de zaken waar dat we allemaal het meeste fier op zijn, is dat we de SDG's kunnen koppelen aan activiteiten. En dat allemaal op nog geen 6 maanden effectief de zaken uit te rollen. Compleet atypisch voor een sector gelinkt aan een investeerder uit de verzekeringen die toch anders is, logger is, veel meer procedures, veel meer validatiesystemen. Maar hoe geraak je daar? Hè? Dus hoe zijn wij daar als team geraakt? Een groot deel van het team dat er was, is vertrokken. Ik heb heel wat nieuwe mensen moeten zoeken. Ik zoek nog nieuwe mensen. We zijn vandaag met 12. We zijn begonnen met 4. Op heel weinig tijd eigenlijk. Dus dat is heel fijn dat dat allemaal kan. Maar het hoofdpunt is eigenlijk focus. Hè? Zorgen dat we onze horizon duidelijk houden. En dat is dan ook een stuk mijn rol. Hè? Dat ik een beetje links of rechts bijstuur, mij niet bezighoud met details. Dat ik de teamleden echt participatief laat meewerken, meedenken. Dat we ons focussen ook op innovatie en durven fouten te maken. Die kunnen we rechtzetten, dat is niet erg. We zijn één team, we werken transversaal en ownership is zeer, zeer belangrijk voor mijn teamleden. Ik moet ze daarin begeleiden wanneer dat nodig is. Maar ik moet ook heel veel vertrouwen geven en zij moeten mij kunnen vertrouwen. Een open, transparante communicatie staat centraal voor het hele team, ook voor onze klanten. Als zaken soms wat complexer zijn of we zijn heel open daarin. Verder durven gaan, dus go beyond en durven denken in ecosystemen. En dan toch het belangrijkste is dat entrepreneurship. Het is heel fijn om te zien dat verschillende generaties daar volledig voor openstaan. Hoe werkt het binnen de Baloise groep om zo'n idee tot leven te brengen, om daar funding voor te krijgen, om interne en externe investeerders mee te krijgen? Je hebt binnen Baloise vanuit Zwitserland een kickbox-programma en zo is het Bitonic-initiatief ooit begonnen 4 jaar geleden. Je lanceert een idee, je ontwikkelt dat, je laat dat door alle employees van de groep, een 9000-tal, een feedback geven. Als je daardoor geraakt, er zitten ook externe partijen aan, dan kan je eigenlijk een prototype fase gaan doen. Soms is dat 1, 2, 3 jaar afhankelijk van de grootte, van het budget, van de urgentie op de markt. Dat wordt dan getest door echte klanten en dan verfijnd. Dus ik ben bij Bitonic meer in de prototyping fase binnengekomen. De focus was toen B2C en meer lifestyle en experimenteel. En op heel korte tijd heb ik moeten transformeren naar een B2B-omgeving en er een business van te maken. En dan kom je in de laatste fase, en dat is waar wij nu in zitten, is dat we afgewerkte producten hebben en dat we die kunnen afstemmen op de noden van de markt, al dan niet soms in een bestaande structuur binnen de Baloise groep of, en zoals wij nu zijn, sinds een paar maanden zijn we een volledig onafhankelijke vennootschap geworden. En dat kan enkel dankzij goed teamwerk, samenwerken van ons team, maar ook binnen de groep, dat je gesteund wordt, dat je beluisterd wordt en dat je open staat om te veranderen daar waar nodig. Wat daar centraal staat, is in nieuwe concepten te ontwikkelen, is denken in ecosystemen. Dat lijkt soms makkelijk, maar dat is het echt niet. Hè. Je moet denken aan investeerders, je moet denken aan welke markten kunnen geïnteresseerd zijn, waar kan ik partners hebben, met wie ga ik in zee, met wie niet.
Wat zijn mijn noden? En dan moet ik toch nog de Beyond Insurance ergens in mijn achterhoofd blijven behouden. Het is zoals dat je op de illustratie ziet, hè, het laatste puzzelstukje vinden. En dan als dat erin komt, ja, dan heb je een heel fijne samenwerking doorheen heel veel verschillende departementen. Mijn grootste uitdaging vandaag was tot een paar weken geleden van de juiste funding binnen te halen, investeerders op één lijn te krijgen, engagement te krijgen. Het vertrouwen was er en is er. Maar je moet het dan ook gaan waarmaken. En ik ben heel blij dat ik zowel intern als extern een aantal mentors kan hebben die mij bijsturen waar nodig, ideeën geven, mij mentaal ondersteunen, ook mijn team komen ondersteunen. En dat is het fijne en ik denk toch uniek in de meer klassieke verzekeringswereld, ja, om dat soort zaken te gaan ontwikkelen. Wil dat zeggen dat dat altijd lukt? Nee. Ik heb collega's die 3 jaar aan een project hebben gewerkt, heel hard hebben gewerkt en het is niet gelukt. Ja, en dan moet je iets anders gaan doen en dat is dan niet altijd even plezant. Hè? En daaruit moeten we leren. Hè? Elk project is anders, elke persoon die in de lead staat is anders, elk team is anders. En dat zijn zaken dat we zoveel mogelijk proberen te delen met elkaar, waardoor dat we, ja, als er een nieuw idee of een concept naar voren komt, dat we toch wat kritischer durven kijken van, gaat dat lukken of niet? Leuke ideeën hebben, dat is het plezantste. Maar als je ze tot een business moet gaan omzetten, dan moet je echt openstaan voor de juiste coaching. We hebben ondertussen al een aantal klanten binnengehaald en dan een heel zwaar traject gedaan om werkbaarheidschecks binnen te halen doorheen deze laatste 6 maanden, wat toch noodzakelijk was om vooruit te geraken. Voor mij was het een rollercoaster om deze zaken ja, tot leven te krijgen. En ik heb enorm veel hulp gehad van ja, C-level tot de medewerkers die er zijn, die meedenken, die mij ook soms zeggen, nee, nu moeten we meer naar links. En ik moet ook nu veel meer tijd steken in mijn partnerships, in het zoeken van het juiste talent van mijn medewerkers, ze daarin stimuleren en boosten eigenlijk. Mensen inzetten op hun talenten. Er is niet zo mooi om een evolutie te zien. Hè. Ik heb nu een team van 12 waar ik nu al op die korte tijd zie van daar zijn ze sterker in. En als je hen daar een klein beetje in coacht of stimuleert, ja, dan krijgen die vleugels. En dat is eigenlijk de rol hè, van als je aan het hoofd staat van een onderneming, is dat laat je medewerkers meedenken, want zij zijn elke dag in contact met je klanten. Zij weten wat werkt en wat niet werkt. Zij weten welke systemen niet werken en wel werken. En dan is het aan mij om te zorgen dat er funding is, mankracht, materiaal en ze ja, meehelpen beslissen. Een van de zaken waar ik bijvoorbeeld af en toe feedback over krijg is van je legt de lat heel hoog voor jezelf, dus ook voor ons als team. Ik moet daar rekening mee houden. En ik denk dat dat belangrijk is als je participatief wilt werken, wilt samenwerken, is dat je daar echt voor open staat. Dat je aanvaardt, nobody's perfect, maar zorg ervoor dat je luistert en dan luisteren medewerkers ook naar jou. Voilà, dat is een beetje mijn verhaal geweest. Ik zou daar heel diep over kunnen gaan uitweiden, maar dat is niet de bedoeling. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen inspireren en kunnen doen inzien dat de financiële wereld niet altijd even saai is en niet altijd even corporate en procedureel is. Ik ben wel een buitenbeentje binnen de sector samen met mijn, zal ik zeggen, broers en zussen, start-ups. Wij zijn eigenlijk dezelfde type mensen. Dus dat vind ik wel fijn dat men ook bewust zoekt naar dat entrepreneurship. Ja, voor nieuwe ideeën en concepten. Voilà, dankjewel. Bedankt Sibylla voor uw getuigenis. Dat is super interessant. Als jullie vragen voor
Britannique hebt gebruik de chat. Et maintenant, je vais inviter Géraldine Deleuze, donc directrice RSE chez N-Group, donc Nostalgie, Énergie, Chérie, à partager son expérience chez N-Group. Je suis ravie de partager l'expérience de N-Group sur le web. Et en fait, on a, nous, commencé une démarche RSE en 2010, même si ce n'était pas clairement identifié comme tel à cette époque-là. Et en fait, l'implémentation du management participatif a fait partie de cette démarche. Et d'ailleurs, deux de nos valeurs qu'on a définies de manière collaborative sont l'épanouissement et la cohésion. Et donc, l'humain a toujours été au centre de notre stratégie depuis toujours. C'est pas ça. Attends. Si, c'est bon. Avant de vous partager notre démarche, je vais vous montrer une petite vidéo, ça prend 1 minute, sur ce qu'est une entreprise libérée. Et en fait, c'est parce que c'est fondamental de bien se mettre d'accord sur la définition que vous voulez donner à ce qu'est une entreprise libérée, à ce qu'est le management participatif, ou ça demande n'importe comment, parce qu'il y a plein de termes différents. Mais le sujet est très complexe, il y a beaucoup de théories, beaucoup de définitions, donc c'est vraiment essentiel, avant de vous lancer dans la démarche, de vraiment savoir ce que vous voulez faire. Donc je vous montre cette petite vidéo, c'est assez rapide. Alors, une entreprise libérée, c'est quoi? Eh bien, c'est une entreprise où les salariés sont libres et responsables d'entreprendre toutes les actions qu'ils estiment les meilleures pour l'entreprise. Après tout, qui mieux que le salarié sait comment faire le travail du salarié? Partant de ce principe, exit les procédures, les contrôles, la surveillance et la hiérarchie qui les entretient. Les dirigeants et les managers n'ont plus rien d'autre à faire que de se mettre au service des salariés. Un peu comme un jardinier se met au service de ses plantes. Bon, évidemment, pour que cette absence de hiérarchie ne devienne pas l'anarchie au bout de 10 minutes, ça demande une vision d'entreprise exaltante, que chacun s'approprie, quelques règles de savoir-vivre, et aussi de la part du dirigeant, un peu de travail sur son ego. Voilà ce qu'est une entreprise libérée. Alors maintenant, sachant qu'en plus d'être des références en termes d'épanouissement au travail, ces entreprises surperforment, et ça quel que soit le secteur d'activité ou le continent. Forcément, ça fait réfléchir. Mais là, c'est la fin. Je reviens. Voilà. Petit souci technique. Donc, comment nous sommes arrivés au management participatif? En fait, en 2010, on a rassemblé deux structures qui étaient différentes, donc Énergie d'un côté et Nostalgie de l'autre, pour créer N-Group dans un nouveau lieu commun. Et en 2016, notre CEO, Marc Vossen, a décidé de mettre en place ce management participatif. Alors, on n'a pas tout à fait les choses dans l'ordre, c'est-à-dire qu'il a annoncé à toute l'équipe qu'on allait mettre en place l'holacratie. Alors, évidemment, sans communication ni au manager ni à l'équipe, ça a fait un peu peur, il y a eu beaucoup de questionnements. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne connaît pas quelque chose? La première chose qu'on fait, c'est d'aller voir sur Google. Et donc, si vous tapez dans Google ce qu'est l'holacratie, ça peut faire peur aux managers, mais aussi aux équipes. Donc, on a fait un peu le rétropédalage et on a été plutôt par étapes, ce qui a beaucoup bien fonctionné. Donc, on a en fait d'abord un état des lieux de l'état d'esprit, de comment la société fonctionnait avec une externe. Et en fait, elle a fait un certain nombre d'interviews de pas mal de collaborateurs. Et ce qui en est ressorti, c'est que la cohésion était déjà chez N-Group, mais elle était plutôt dans un sens festif. Donc, il y avait beaucoup de cohésion, beaucoup d'épanouissement, mais plutôt pour faire la fête et ce genre de choses, mais pas trop focalisé sur le travail. Donc, la première chose à faire, c'était la cohésion, elle est là. Maintenant, il faut la mettre en place au service du travail. Et donc, en 2017, on a créé Novatio, qui est en fait une équipe de 6-7 personnes de tout âge, de toute ancienneté et de toute hiérarchie. Et cette équipe, en fait, est devenue la référente pour le management participatif chez N-Group. Donc, c'est de là que sont partis les questionnements, c'est de là qu'arrivaient les questions des équipes. Et à partir de là, on a vraiment pu mettre en place des choses dans la société.
Petite remarque, évidemment, cette équipe ne comprenait pas le CEO, donc elle était complètement indépendante de tout ce qui était hiérarchique, en tout cas du management et du comité de direction. Et on a décidé en fait de former nos équipes à partir de 2018. On a fait ce qu'on appelle les formations Opal avec Cap Network. Et en fait, c'était des formations inter-entreprises où nos collaborateurs apprenaient l'intelligence collective, les méthodes de facilitation de réunion, tout ce qui était technique pour le management participatif. Ils étaient inspirés par des sociétés qui avaient déjà réussi et aussi par les témoignages d'autres sociétés qui étaient aussi en chemin. Je dois avouer, comme Anne-Catherine l'a dit, que le Covid a mis un peu entre parenthèses tout ce qu'on avait fait en termes de collaboratif, parce que voilà, il fallait prendre des décisions rapides et avoir un chemin clair. Et donc, c'est vrai que là, depuis 2022 et le Xème confinement, nous avons remis en place vraiment tout ce qui est participatif. Et là, on redonne vraiment un coup de boost par rapport à ça, parce qu'on sait évidemment que ça fonctionne. Alors, les avantages, mais vous l'avez vu déjà, il y en a plein. Donc, c'est une organisation qui implique davantage les collaborateurs dans le fonctionnement de l'entreprise et dans la prise de décision. Et donc, il y a un niveau d'engagement beaucoup plus important des collaborateurs puisqu'ils sont mis, devant cette prise de décision et donc ils sont beaucoup plus engagés. Et comme le disait Anne-Catherine, nous aussi, on a un niveau de turnover assez bas. Les avantages, c'est le changement de posture. Donc, on passe d'une société pyramidale traditionnelle à une société où on va travailler en cercle de compétences. Et donc, oui, il y a toujours une hiérarchie, il y a toujours des managers qui deviennent le garant du cadre, mais les collaborateurs sont des acteurs autonomes et responsables. Donc, c'est vraiment eux qui gèrent leur travail. La décision au bon endroit, donc c'est toujours ce qu'on dit, c'est celui qui fait, qui sait. On avait beaucoup de cas une décision à prendre dans une équipe qui remontait au management et en comité de direction, ça n'a pas beaucoup de sens puisqu'on n'avait pas tous les tenants et aboutissants, alors que si la décision est prise au niveau de l'équipe, c'est beaucoup plus cohérent. Et pour ça, il faut aussi la confiance a priori, c'est-à-dire faire confiance à tous vos collaborateurs. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui peut être parfois compliqué, en tout cas dans les entreprises comme on les avait avant, où c'était très hiérarchique. Mais le manager doit aussi se poser les questions de pourquoi je n'ai pas confiance en ce collaborateur. Est-ce que c'est un problème de compétences professionnelles? Et donc là, il y a des formations, on peut le former par rapport à ça. Ou si c'est un problème d'engagement, où il se dit, est-ce qu'il va prendre la bonne décision? Donc c'est vraiment toute une remise en question aussi dans les équipes, ce qui n'est pas toujours facile. Alors sortir de l'ego, ce qu'on disait, ça peut être au niveau des managers, parce que ça peut être vu comme une perte de pouvoir, mais c'est aussi des jeux de pouvoir qui pouvaient exister dans des équipes. Et donc nous, c'est vrai que c'est des choses qui sont arrivées, des équipes qui fonctionnaient, mais avec des jeux de pouvoir bien établis. Et donc, dès qu'on a mis le participatif en place, tout ça est ressorti et donc a pu être réglé directement avec le collaboratif. Alors, la bienveillance et le respect, parce que c'est essentiel d'avoir un état d'esprit bienveillant si vous voulez que les gens puissent prendre leurs décisions et puissent le faire sans avoir peur de faire une erreur. Donc ça, c'est des choses aussi à apprendre, c'est qu'on peut faire des erreurs et c'est pas grave. Il faut apprendre de ces erreurs, mais pour ça, il faut que l'état d'esprit de la société soit bienveillant et respectueux. Et donc tout ça fait émerger l'intelligence collective, et ça, c'est un proverbe africain que j'aime beaucoup. C'est tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. C'est sûr que prendre une décision tout seul, c'est beaucoup plus rapide que prendre la décision à 15 personnes, sauf que la décision, vos collaborateurs sont beaucoup plus engagés dans la décision qui a été prise collectivement. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on a vues au tout début de la mise en place du management participatif, où on se disait non, mais là, je dois vite prendre la décision, je la prends. Et en fait, ça a pris beaucoup plus de temps après de faire accepter cette décision. Et d'ailleurs, on a dû changer certaines décisions. Alors que si on avait directement mis cette décision en collaboratif, on aurait été au final plus rapidement.
Alors des obstacles, oui, il y en a, mais c'est pas impossible. D'abord, c'était faire face aux idées reçues. Et ça, c'est ce que je vous disais quand on commence à taper sur Google ce qu'est une holacratie. Ça peut faire peur, donc il faut vraiment expliquer ce que c'est. C'est pas une organisation sans chef ni hiérarchie, c'est pas le chaos, c'est pas une organisation où chacun décide de son horaire. Nous, on a des animateurs, les animateurs vont pas dire « Ah non, moi aujourd'hui je viens pas, je viendrai demain, c'est plus facile pour moi ». Non, donc il reste des règles, il reste une stratégie qui doit être faite par la hiérarchie avec des actionnaires ou des personnes externes. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir dire ce que vous voulez mettre en place et ce que ce n'est pas, parce que souvent, ce n'est pas toujours très clair. Changer les mentalités prend du temps. C'est tout un processus de changement. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on fait toujours la technique des petits pas. Donc, il faut y aller petit à petit. Il faut bien voir dans votre groupe quels sont les ambassadeurs, ceux qui vont vraiment vous tirer vers le haut. Après, on sait qu'il y a des sceptiques, il y a des gens pour qui ça ne conviendra pas. Et d'ailleurs, ils quitteront peut-être la société parce que votre manière de fonctionner ne leur plaira plus. Et puis, entre les deux, il y a le ventre mou qui va d'un côté ou de l'autre en fonction des aléas. Mais si vos ambassadeurs sont suffisamment forts et qu'on voit que ça fonctionne, tout le monde va suivre ce changement. Mais il faut commencer par des choses très concrètes. Donc moi, vraiment, mon conseil, c'est de commencer sur des projets très concrets. Je vous montrerai un exemple tout à l'heure, parce que ça permet de voir la force du collaboratif et donc vous embarquez vos équipes avec ça. Et enfin, l'équipe doit être mature et accepter la responsabilité, parce que celui qui fait, qui sait, ok, mais est-ce que celui-là peut, enfin, ose en tout cas prendre des décisions et est assez mature pour avoir des responsabilités. On sait que dans des équipes, certaines personnes n'ont pas envie d'avoir des responsabilités, donc ils doivent être prêts à ça, et c'est aussi important de pouvoir former les équipes à ça. Et alors aussi le changement vu comme une perte de pouvoir par certains. Après, je pense que quand on voit que la société fonctionne et performe, c'est quelque chose qui passe assez facilement. Des exemples, la première chose qu'on a fait quand on a commencé le participatif, c'est de redéfinir notre vision, nos missions et nos valeurs. Ça, c'était vraiment le premier projet. Donc, on a mis tout le monde autour de la table. On a fait plusieurs ateliers. Et c'était pas facile parce que là, il y avait quand même plus d'une 50aine de personnes qui prenaient part à ces ateliers. Mais on est arrivé vraiment à ressortir notre vision, notre mission et des valeurs qui collent vraiment à la société et pas des valeurs qui ont été décidées dans un comité de direction. Et donc, c'est là qu'on voit que la cohésion, l'épanouissement ressortent. Et évidemment, le respect. Donc, comme je vous disais, c'est quelque chose qui est absolument essentiel pour pouvoir instaurer ce management. On a aussi montré que le collaboratif pouvait résoudre des conflits internes. C'est-à-dire que quand il y avait, par exemple, des choses qui ne fonctionnaient pas dans une équipe, ça remontait au manager et parfois au comité de direction. Alors qu'ici, on redescend tout et le problème se règle vraiment dans les équipes. Alors parfois, il faut un facilitateur qui peut être aussi de notre équipe, mais ça permet vraiment, de dire les faits et puis de mettre les émotions en avant. Et ça permet vraiment de régler des conflits de manière assez rapide. Après le premier ou deuxième confinement, dans le Covid, on a redéfini notre politique de télétravail et on l'a fait aussi en collaboratif. Donc, on a vu ce qui était important pour les managers, ce qui était important pour l'équipe. On a mis Novatio dans la donne et le CCS, qui est notre concertation sociale. Et donc, on est arrivé à une politique de télétravail assez hybride, puisque nous, on a des journalistes, des animateurs. C'est plus difficile, évidemment, de prendre du télétravail, et d'autres départements où là, c'est plus facile. Donc, on avait vraiment dû faire une politique hybride, mais qui correspond vraiment à ce que voulaient la plupart de nos collaborateurs. On est aussi en train de revoir tout ce qui est entretien annuel, ou évaluation, mais on n'aime pas trop ce mot-là, parce qu'elle ne collait pas du tout au système collaboratif. Et donc là, on vient aussi de refaire tout ce travail de manière collaborative.
Et alors, quelque chose qui est aussi important pour nous, c'est qu'il y a 2 ans, on a commencé à travailler sur les objectifs de développement durable. Et d'ailleurs, depuis janvier, on est reconnu comme faisant partie du SDG Media Compact de l'ONU, donc reconnu comme vecteur des objectifs de développement durable. Et ça aussi, on a travaillé en collaboratif dessus. Donc, on a fait un sondage en interne pour voir sur quels objectifs les personnes voulaient travailler. Et à partir de là, on a mis en place des ateliers vraiment pour travailler sur des choses à court, long et moyen terme. Et donc là, on est vraiment en travail là-dessus. Donc, si je devais vraiment... s'il faut vraiment retenir quelque chose de ça, c'est que ça peut prendre du temps, et Anne-Catherine le disait aussi, c'est quelque chose qui prend du temps, 5, 6 ans. Il y a aussi des nouveaux qui arrivent et qu'il faut donc réembarquer et donc reformer. Donc ça, c'est des choses qu'on va refaire aussi nous maintenant. Mais ça vaut vraiment, vraiment le coup quand on voit la force du collaboratif. Et une fois que les décisions sont prises en collaboratif, elles sont vraiment partagées par tous. Et donc, vous allez beaucoup plus loin par rapport à ça. Voilà, je termine. Je termine mon partage. Voilà. Merci beaucoup, Géraldine. J'ai aussi noté quelques tips, quelques conseils très intéressants, notamment vérifier la maturité, commencer par du concret, enfin, voilà, plein de choses, je pense, va rester cogité et qui peut inspirer pas mal des participants. Donc merci encore à tous les 3. Hartelijk bedankt. Nu is tijd om de challengers aan het woord te laten. On va peut-être, je propose commencer par Loan, qui avait, je pense, préparé l'une ou l'autre question pour Anne-Catherine, ou bien, sauf si tu préfères commencer par, à toi de voir, par quelqu'un d'autre. Peu importe. Pendant ce temps-là, juste n'hésitez pas encore à écrire des questions dans le chat. Je vois qu'il n'y en a pas encore. Et donc, s'il y a des participants qui veulent aussi poser des questions, c'est bien sûr possible. C'est le moment ou jamais. Ou lever la main, oui, c'est possible aussi. Voilà, Loan, à toi. Oui, donc je me rejoins aux remerciements. Donc, merci pour ces témoignages hyper inspirants. Donc, j'ai préparé 2 grandes questions donc, pour Anne-Catherine. Je ne sais pas, Anne-Catherine, si tu préfères que je te pose toutes les questions et puis te laisser le temps d'y répondre, ou que je pose une question puis l'autre? Comme tu veux. Ok. Donc, je vais déjà commencer avec la première. Donc, la première question, c'était, je voulais revenir en fait sur le sens. Donc, tu as abordé la notion du sens, de la raison d'être. Et ce que je me demandais, c'est comment vous avez fait pour pousser vos collaborateurs à s'interroger en fait sur ce sens, sur cette raison d'être dans leur activité. Donc en fait, la raison d'être, on a parlé d'holacratie, donc c'est un concept qui est cher à l'holacratie, mais qui fait souvent face à des blocages parce que les collaborateurs ont parfois du mal à comprendre, donc premièrement, la raison d'être de l'organisation et ensuite à s'interroger à partir de celle-ci. Donc ça, c'était pour ma première question. Et alors, je vais enchaîner avec la deuxième. Donc, de plus en plus, on entend que le changement organisationnel, il doit passer par un changement personnel, un changement interne de la part du CEO. Il faut se changer soi pour changer sa relation avec les autres et ensuite changer le monde. Et j'ai l'impression que vous êtes vraiment un bon exemple de ces dires. Et donc, je voulais vous entendre parler à ce sujet. Donc, en quoi votre changement personnel a-t-il été essentiel pour le développement de votre organisation? De quoi le manager a-t-il besoin pour faire confiance aux autres? Et finalement, est-ce que ça s'apprend en fait de faire confiance? Donc voilà pour mes 2 questions. Alors, pour la première question, nous, on a d'abord travaillé sur les valeurs. Donc, on a fait quand j'ai décidé de passer en mode intelligence collective, on a fait des team building. Et des team building chez nous, c'est pas des trucs où on fait du paintball ou de l'acrobranche, c'est vraiment du temps. Non, mais ça me fait toujours rire. Au départ, on était obligé de mettre. Nous sommes en séminaire. Parce que quand on mettait team building, on avait des réponses de nos clients. Ah, et vous allez faire quoi? Ben, on va réfléchir ensemble, quoi. Enfin, ça fait pas rire. Donc,
On a travaillé, en fait, on leur a d'abord montré les 3 stades de développement des équipes en leur demandant où êtes-vous aujourd'hui, où vous sentez-vous aujourd'hui, où pensez-vous que l'entreprise devrait aller. Donc ça, c'est les premiers éléments sur lesquels on a travaillé. J'ai mis en place à l'époque il n'y avait pas, mais on a mis en place un comité de réflexion pour avancer ensemble. Ça a été le futur comité de direction, en fait, pour avancer avec les managers sur la vision de l'entreprise. Mais on a commencé par les valeurs. Donc les valeurs, en fait, elles ont été travaillées au niveau des collaborateurs d'abord. Donc on leur a demandé de dire quelles sont les valeurs, quelles sont tes valeurs et quelles sont, selon toi, les valeurs que l'entreprise devrait incarner. Bon, alors normalement, on engage des gens qui ont quand même plus ou moins nos valeurs, hein, sinon ils ne seraient pas là. Mais ça nous a permis de faire en fait une méthodologie d'entonnoir pour sortir 5 valeurs et pour les faire vivre dans l'entreprise. Et ça a été le grand switch. C'est qu'ils en ont sélectionné 2 par an qu'ils ont fait vivre dans l'entreprise. Donc, on a divisé les collaborateurs en 2 groupes. Bon, à l'époque, on était 15, donc 15-16, c'était facile. Après, on s'est organisé différemment. Et ils ont fait vivre ces valeurs dans l'entreprise. Ils sont venus avec différents projets. Et les 2 valeurs à l'époque, donc je parle de ça en 2010, c'était notamment sérénité. Pour une agence de com, c'est quand même pas évident, hein, coincé entre les demandes du client pour hier et le fournisseur qui dit « Ah, pas avant 2 semaines ». Et donc ça, c'était déjà une première problématique. Et pour résoudre ça, ils sont venus avec des propositions de télétravail. Donc 2010, le télétravail chez Altaviac. Et le deuxième élément était de retravailler plus sur la qualité, de remettre en place des process, etc. Donc ça, c'est la première chose qu'on a faite pour amener la valeur, et puis on a poussé alors vers vision, mission, et puis on est redescendu sur alors les principes stratégiques, et on a travaillé sur 3 et puis sur 1 an. Pour répondre à la deuxième question, en fait, je crois que moi, je suis passée, donc j'ai d'abord travaillé avant de faire ce travail sur la vision de l'entreprise. J'ai fait une vision personnelle. J'ai fait de la thérapie. Je me suis formée en coaching. Donc, j'ai fait quand même une thérapie de quelques années. J'avais 2-3 trucs à régler. Et notamment, une demande de mes collaborateurs qui a été, après le premier team building, ils sont venus trouver la coach en disant c'est super tout ça, Anne-Catherine, ce qu'elle veut mettre en place, c'est top. Il y a quand même un truc qu'il faudrait qu'elle règle, c'est qu'à l'époque, je piquais des colères rouges. Donc, je pouvais mettre en colère et démolir tout ce qu'il y avait autour de moi. Je ne compte plus le nombre de GSM explosés au mur, etc. Donc, c'était quand même un problème pour eux parce qu'en fait, voilà, je piquais des colères comme ça. Donc, ça a été réglé en thérapie. Et ça n'est plus jamais arrivé dans l'entreprise. Et c'était une demande des collaborateurs. Donc, par la suite, ça signifie quoi? Ça signifie qu'au niveau des managers, je les ai aussi tirés vers le haut. Je reparle de l'exemplarité. Et comme j'avais fait tout ce travail, je ne leur ai pas demandé d'aller tous en thérapie. Ça, chacun a fait un choix. Mais en tout cas, d'être suivi par du coaching. Et puis après c'est leur vie et chacun a son histoire. Voilà pour les 2 questions. Merci beaucoup. Merci. Loane, peut-être pour la deuxième, la dernière partie sur le courage, qui était très intéressante, juste pour laisser la... J'ai pas compris, Églantine. Tu avais une deuxième question, peut-être pour laisser la place aux autres, juste la deuxième partie de ta question. Oui, donc la deuxième partie de ma question sur le changement personnel, c'est ça? Sur le courage. Donc dans la question donc, sur le changement personnel, il y avait donc la partie donc expérience d'Anne-Catherine, et ensuite il y avait la partie est-ce que faire confiance, ça s'apprend en fait. Donc de quoi un manager a-t-il besoin pour faire confiance aux autres et sortir finalement de la dynamique autoritaire? Est-ce que faire confiance, ça s'apprend? Je laisse la place aux autres pour répondre. Comme ça, je monopolise pas la parole. Bien. Quelqu'un veut répondre? Peut-être moi, hein. En français ou en néerlandais? Vertrouwen geven en vertrouwen krijgen, dat is aan elkaar gelinkt. Hè. Het is, ik denk vooral zorgen dat mensen voelen. Ze moeten dat voelen, dat ze betrokken zijn, dat ze vertrouwen kunnen krijgen. Dan geven ze je ook vertrouwen. Is dat iets dat je aanleert? Ja, doorheen de tijd. Als ik terugkijk naar als ik 25 was en nu. Tuurlijk, dat is iets dat je moet leren. Hè. Het is niet dat je als je start dat alles ingeplucht is. Dus ik denk dat dat wel belangrijk is dat je
als leidinggevende open staat voor een leercurve. En laat u vooral begeleiden. Hè. Als je merkt dat je het moeilijk hebt met 3/4 van je team, dan heb je een probleem ook met jezelf. Zoals Anne-Catherine zei, hè, u laten coachen naar wat nodig is. Allee, we zijn allemaal mensen. We hebben sterktes en zwaktes. En we moeten toch evolueren. Als we willen dat het anders, beter en efficiënter gaat, dan moet je daarvoor openstaan op alle vlakken. Ja. Ja, bedankt. Ik denk dat het zeker relevant was. Marlies, heb je dan ook nog een vraag voor Civilia blijkbaar? Ja, ik heb ook 2 vragen voor Civilia nog. Ja, eerst en vooral dank je wel voor de interessante presentatie. Mijn eerste vraag gaat over het gegeven dat ik heb begrepen dat een belangrijk deel van jullie model is het meten van welzijn van werknemers en dat eigenlijk als startpunt voor verandering gaan gebruiken. Maar ik vroeg mij concreet af van, ik kan mij inbeelden dat het vaak zo is in organisaties dat je wel dan resultaten kunt bekomen van wat is er mis of wat vinden mensen niet aangenaam, maar hoe je dat dan concreet vertaalt naar eigenlijk het omzetten van eigenlijk een subjectief gevoel dat leeft in eigenlijk een concrete oplossing die breed gedragen wordt. Ja, ik vroeg me af hoe jullie dat aanpakken om te zorgen dat dat actieplan ook breed gedragen wordt en hoe jullie daarmee omgaan. Ja. Dus hoe wij te werk gaan, en ik heb een goede klant die eigenlijk alles kan uittesten, namelijk Palwaze. Verschillende sites, duizenden mensen. We hebben al gekeken wat er allemaal bestond als initiatieven. Dat is het eerste. We hebben die in kaart gebracht en het is ongelooflijk om te zien hoe weinig mensen weten wat er allemaal gebeurt of bestaat in een bedrijf. Dat is al heel veel werk, maar belangrijk en cruciaal om een visie voor de toekomst. Dan koppelen wij we hebben daar de SDG's aan gekoppeld en dat in kaart gebracht om dat zichtbaar te maken. Want mensen, als dat te theoretisch is, dan verlies je de aandacht. En dan gaat het over focuspunten gaan uitwerken. Je kan niet alles gaan veranderen. Als je merkt bij een medewerkerstevredenheidsenquête of een risicoanalyse dat heel veel afdelingen met dezelfde problemen zijn. We hebben dat nu. Palwaze heeft een aantal overnames gedaan, reorganisatie, C-level verandering, locatieverhuis. Dus er is natuurlijk en de pandemie en hybride werken en digitaliseren genoeg om niet gelukkig te zijn, dat je daar focuspunten uit moet gaan halen. Hoe hebben wij dat gedaan? Wij hebben open sessies gehouden op alle niveaus, maar je moet van boven, walk the talk, uw C-level, uw management moet ervoor openstaan, moet ook verstaan dat je kan niet op dezelfde manier doorgaan. Als mensen een mening geven, doe daar iets mee. Want op het moment dat mensen niets meer zeggen, dan heb je een heel diepgaand probleem. Dus dat zijn een aantal zaken waar dat we mee starten. En dan vooral de mensen zelf laten kiezen. Hè. Ik zit ook in werkgroepen van hoe kan je betere teamcohesie gaan creëren. Ja, voor mij is dat ergens, omdat ik heel pragmatisch werk, transversaal verantwoordelijkheden geven. Maar dat gaat niet altijd in grote organisaties. Dus je moet daar je focus kunnen gaan behouden. Voor mij makkelijker om input te geven vanuit een start-up zijnde. En dan, wij testen dat uit. Wij kunnen testimonials geven. Daar leren zij uit. Wij zien ook van hoe moeilijk het is om managers die al geëvolueerd zijn van een expert naar een teamlead, naar een manager, maar 0 people manager zijn, dat is moeilijk. Dat is heel moeilijk van die te doen verstaan van je kan niet aan enkel met een checklist. Het gaat, it's about people. Zonder mensen, sorry, maar dan gaat het ook niet vooruit. Dus prio's maken. Dat is, ik probeer altijd op 3-jarenplan mijn klanten te overtuigen. Kijk verder dan vandaag. En we proberen met 3 doelstellingen per jaar te werken. Dat is al heel veel hoor. Als je die 3 haalt, dan gaan de mensen echt de evolutie voelen. Ja, en enthousiasmeren en stimuleren. Hè. Luisteren. Je ziet elke dag aan de gezichten van je medewerkers wat er goed gaat. En uw klanten voelen dat. Hè. Als ik Anne-Catherine haar groeicurve in staffing zie, dat heeft te maken met de tevredenheid van haar klanten ook. Dus als uw medewerkers gelukkig zijn en zich goed voelen, dan heb je meer inbreng, enthousiasme, samenwerking, deadlines halen. Uw klanten voelen dat.
Dus dat is iets dat samen gaat. Je kan dat echt, ik ga niet zeggen, want ik heb dat niet onderbouwd, maar ik denk dat je dat zou in kaart kunnen brengen van als je klanten verliest, ja, dan heb je problemen met medewerkers en omgekeerd. Dus ik denk dat die shift echt wel aan het gebeuren is dankzij corona. Voilà, ik hoop dat ik daar je vraag mee beantwoord heb. Ja, hartelijk bedankt. Ja, en ik had dan ook nog een tweede vraag die daar een beetje bij aansluit. U had het op een bepaald moment ook over jullie kickbox-programma, waar jullie dan een bevraging hebben gedaan bij 9000 werknemers. En ik voor mij concreet af, er wordt wel eens gezegd dat bij participatie van grote groepen dat heel moeilijk is. Hoe dat jullie dat aanpakken om zo'n grote groep mensen dan feedback te laten geven, toch? Wel, er worden met bepaalde onderwerpen gewerkt. Hè. We hebben binnen Baloise Groep voor de innovatie en start-ups hebben mobiliteit als topic. We hebben alles rond home, hè, dat is al heel breed, en alles rond transport. En dan heb je nog andere zaken, zoals health and well-being. We zijn een buitenbeentje. Je moet geluk hebben dat dat op dat moment aanspreekt en dat dat voor de mensen cruciaal is. Je moet gaan lobbyen, je moet leren lobbyen, je moet mensen aanspreken over, meedoen in werkgroepen, durven praten. Dat is ook niet altijd makkelijk voor iedereen. Een topic aankaarten. Je hebt verschillende manieren. Via intranet, dat niemand leest. Via mailings, dat iedereen te veel krijgt. Ja. Via teammeetings die te veel zijn. Dus bijvoorbeeld vandaag is dat echt fysiek. Wij wisselen dat af per team. Elkeen doet 1 verdiep. Dus dat duurt 10 minuutjes. Goeiedag, up, ken je ons al? Ja, dat elke periode, zal ik zeggen, heeft een andere aanpak. Maar vooral inspelen op wat er vandaag actueel is. Bijvoorbeeld nu zijn we bezig rond het nieuwe hybride, want ik gebruik het niet graag, de andere manier van werken, do's en don'ts, van meer engagement te krijgen van België naar Luxemburg, Duitsland, Zwitserland. Ik heb soms meer engagement in een ander land dan in België, omdat de mindset anders is. Maar dan moet je gaan vragen en echt meer gaan graven van waarom vind je dat interessant? Maar vooral durven praten. Ik denk dat dat iets is. Geen schrik hebben van fouten te maken. Echt niet. We zijn in een tijdperk gekomen dat je dat als een opportuniteit moet proberen te grijpen. Maar dat is niet voor iedereen. Hè. Ik heb mensen gehad die mijn team hebben verlaten, omdat ze meer een klassieke management nodig hadden van een checklist en ik wil een to-do-lijst en ik wil die verantwoordelijkheid niet. Dat mag, dat is oké, maar dat paste niet in de manier van werken. We zijn te klein om een manager te hebben die u een lijst geeft. Ik denk dat dat een veel moeilijkere transformatie is voor sommige mensen. Als je 20 jaar op jezelfde manier werkt en dan ineens mag je en moet je verantwoordelijkheid nemen. Dat is moeilijk. Ik heb zo'n persoon in mijn team en ik moet daar aandacht aan besteden van je mag je vleugels uitstrekken en go for it. Als je een probleem hebt, ik ben er altijd om de mensen te steunen, maar ik ga ze niet met de hand vasthouden om vooruitgang te boeken. Voilà. Ja, dankjewel. Hartelijk bedankt. Donc, Loan, peut-être encore une question pour Géraldine cette fois? Oui. Donc, j'avais une question au sujet de l'entreprise libérée. Donc, moi, j'adore le concept d'entreprise libérée, surtout comme il est défini dans la vidéo. Mais il y a une critique que je vois souvent, c'est que ce ne serait pas adapté finalement aux grandes structures, ou en tout cas serait difficilement adaptable aux grandes structures. Et donc, si je me suis bien renseigné, donc vous êtes tout de même environ 115 collaborateurs et vous avez surtout connu une grande croissance en passant d'une vingtaine d'employés à environ 115 collaborateurs en 15-20 ans. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous pensez que votre taille rend plus difficile votre libération, ou en tout cas a rendu plus difficile cette libération? Non, justement, moi je pense qu'on est dans une société, on est 115, je pense que c'est assez facile
à mettre en place. On voit d'autres de nos collègues, d'autres groupes médias où ils sont beaucoup plus nombreux et donc c'est beaucoup plus difficile. Nous, c'est un petit bateau qu'on peut faire naviguer facilement. Quand on est dans un paquebot, c'est un peu plus compliqué. Donc, je pense que nous, en tout cas, la taille d'une centaine, c'est vraiment raisonnable. On peut réunir tout le monde assez facilement. Quand on est 2000, c'est un peu moins facile. Mais donc, je pense qu'au niveau des formations, c'est faisable. Au niveau de l'information, ça passe aussi beaucoup plus facilement quand on est 100. C'est vrai qu'on a fait des réunions où on avait tout le monde, justement, pour pouvoir expliquer ce que c'était, ce qu'on voulait faire, expliquer le projet, et puis pour pouvoir former les gens. Et donc, je pense que la taille, évidemment, fait que c'est moins facile quand on est... Alors, je ne sais pas quelle est la taille critique, mais en tout cas, ce que je peux vous dire aussi, c'est que quand on est une centaine, il n'y a pas 1000 niveaux hiérarchiques. Donc, ça facilite aussi les choses quand on est dans une société qui est très hiérarchisée, une banque, une assurance, par exemple. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de niveaux, alors que nous, on avait déjà 3 niveaux. Donc, c'était assez facile aussi à mettre en place au niveau des managers, puisque tous nos managers étaient dans le comité de direction, et donc tout est assez simple, enfin, en tout cas plus simple à mettre en place que si on est beaucoup plus nombreux. Donc je dirais que, en tout cas, 100, c'est encore tout à fait gérable pour le changement. Merci Géraldine, et je vous invite tous à peut-être re-regarder la vidéo qu'on a fait de la première session de mise en bouche avec Partenaires Professionnels qui a fait une transformation à une grande échelle dans un grand groupe. Voilà. Merci Léane pour ta question. Et Géraldine, maintenant passons aux questions du chat. J'avais une question pour vous tous, mais je propose de commencer par Géraldine. D'abord, c'est de savoir si vous avez modifié vos critères de sélection et donc engagé directement des profils qui correspondent au type de ce nouveau modèle. Et de combien de collaborateurs vous avez perdu par la mise en place de ce management collaboratif? Alors, on n'a pas perdu beaucoup de collaborateurs parce que les collaborateurs étaient déjà là quand on a formé, etc. Donc, je pense qu'on a peut-être perdu 2 personnes qui étaient vraiment plus en phase avec l'entreprise, mais tout le monde a été suffisamment formé et informé que pour suivre le mood, enfin la transformation en tout cas. Et par rapport au recrutement, je dirais qu'on est beaucoup plus attentif aux valeurs des gens. C'est vrai que les personnes aussi qui sont parties n'étaient plus du tout en phase avec les valeurs qu'on avait définies ensemble. Et donc, forcément, ces personnes étaient en décalage, plutôt par rapport aux valeurs, pas trop par rapport à la transformation. Donc, nous, vraiment, on met un point vraiment très important dans le recrutement par rapport aux valeurs. Et donc, on fait aussi des tests de personnalité. Après, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est vrai qu'on voit quand même, quand on engage quelqu'un, on voit si elle est dans nos valeurs ou pas. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Merci. Catherine a mis le lien de la vidéo précédente pour ceux qui voudraient la revoir. Et alors, juste pour rebondir sur une autre question du chat et que je propose de poser à Anne-Catherine, enfin qui était posée à Anne-Catherine sur le principe de transparence, jusqu'où ce principe était-il mis en œuvre au sein de l'entreprise, politique salariale, point d'interrogation. Et alors, si tu pouvais aussi répondre à la question de Catherine, si toi, tu avais perdu beaucoup de personnes en faisant cette transformation, juste en un mot. Oui. Alors, le principe de transparence, il ne va pas jusqu'au salaire puisque j'ai aujourd'hui vendu à un groupe. Donc, voilà, fatalement, j'ai des éléments que je dois garder confidentiels, notamment les salaires. J'aurais bien voulu aller jusque-là. Par contre, tout le reste est ouvert, c'est-à-dire qu'on leur a tous appris comment on fait un budget et comment il est calculé de manière à ce que tout le monde soit conscient des différents coûts auxquels l'entreprise est soumise. Donc ça, c'est les premiers éléments, donc ça permet de lever certaines choses. Et le deuxième élément, j'ai perdu en fait très peu de monde quand j'ai mis le processus en place. Bon, d'abord,
on était tout petit à l'époque, on a grandi avec ce processus. Et même au niveau de la fusion, quand j'ai fait la fusion avec le groupe Altavia et que j'ai remis ce processus en place parmi les équipes d'Altavia, on a perdu 3-4 personnes qui n'étaient pas alignées par rapport à ça. Ce qui est pas mal dans une fusion, en fait. Parce que les fusions, on dit souvent, c'est là où on perd beaucoup de monde. Et ça n'a pas été le cas. En nog een laatste vraag voor misschien Siviglia. Of de andere, als jullie ook, si vous voulez aussi répondre. Het is rond... ja, het is in Frans, maar avez-vous également mis en place des dispositions en termes d'actionnariat participatif? Vorige keer hadden we onder andere ook Sera die aan het woord gekomen is. Dus is misschien ook gelinkt met de vennootschap. Ja, daar zijn wij vandaag nog niet, maar al onze targets, onze doelstellingen, dat is voor het hele team. Als het goed gaat, het hele team heeft daarmee te maken. Of dat ik nu iets binnenhaal of iemand anders, dat maakt niet uit. Dus daar worden we allemaal positief of negatief gaan en voelen we die impact. Hè. Ik ben daar zeer, zeer transparant in van wat verwachten we, wat moeten we binnenhalen. Wat zijn onze kosten? Voor nieuwe aanwervingen ook. Van, het zit in die price range. Qua salaris is het nog altijd een beetje taboe in België. Maar ook daar zullen we sowieso meer transparantie rond moeten gaan scheppen. Dat komt gewoon op ons af. Dus we hebben zeker nog geen aandelen. Ik hoop dat ik dat ooit kan doen. Dat zou denk ik nog meer engagement geven. Want dan maak je echt deel uit van het bedrijf. Maar vandaag is dan nog niet aan de orde, nee. Maar ik heb wel de vraag al gehad van het team. Dus dus dat is een goede zaak, denk ik. Mag ik voorstellen, Marlies, om misschien een woordje te geven over hoe het bij impactadvocaten werkt? Mag je een woord geven over hoe het bij impactadvocaten werkt? Dus bij ons, wij hebben ook een systeem, we zijn een werkerscoöperatie. Dus bij ons is eigenlijk iedereen na een bepaalde testperiode, wordt iedereen eigenlijk op termijn vennoot bij ons. Ja. Dus heeft iedereen aandelen. En het systeem is bij ons ook dat iedereen hetzelfde stemrecht heeft. Dus alle aandelen zijn gelijk en iedereen heeft 1 stem. Dat is eigenlijk bij ons het concept, ja. Dus als er verdere vragen zijn, misschien kan Marlies ook daarop antwoorden vanuit haar ervaring. Ik denk dat we tegen het einde stilaan komen. Behalve als er nog 1 vraag, maar nee, dat is geen vraag. Oké. Misschien een laatste ding. We hebben een kleine survey gemaakt. Donc, il y a une petite enquête de satisfaction. De Shift s'engage aussi à planter un arbre pour chaque enquête complétée. Donc, surtout, remplissez-la, ces 2 questions, ça va très vite. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est qu'on va vous prévenir de toute façon sur la suite de ce qu'on prévoit dans le cadre toujours de Work and Inclusion et plus spécifiquement par rapport à ce sujet de management participatief. We hadden verschillende zaken in hoofd. Samen met Eglantine zijn we aan het bekijken ofwel een van de mogelijkheden is om bijvoorbeeld een lerend netwerk op poot te zetten. Donc l'idée du réseau d'apprentissage fait son chemin avec, si jamais vous êtes intéressé, faites-nous signe. On est en train de voir qu'est-ce qu'on va faire, ce sera pour après l'été, mais voir vraiment quels sont les besoins et les attentes de notre réseau par rapport à tout ça. Mais donc les feedbacks sont toujours les bienvenus. Il me reste juste, je pense, à remercier chaleureusement tous les intervenants. Merci beaucoup Anne-Catherine, je répète ton livre. Avant j'étais un patron de merde, vraiment recommandé. Géraldine aussi, merci beaucoup pour ton intervention. Siviglia ook. Ik denk dat we hier vandaag 3 echt interessante getuigenissen hadden. Et Loane et Marlies pour vos questions.
bien préparés, je pense, qui complétaient bien les interventions et les témoignages. Voilà, c'est toujours des questions d'un point de vue aussi jeune, qu'on aime beaucoup chez The Shift à mettre en avant. Voilà, si jamais il y en a qui veulent encore poser des questions ou qui veulent être mis en contact ou quoi, n'hésitez pas à revenir vers nous. L'enregistrement vous sera aussi envoyé par mail dans les prochaines heures, prochains jours, ainsi que les présentations des différents orateurs. Voilà, het is nu ja, 1 minuut op voorhand zelfs gesloten. Et ça, c'est aussi un grand merci aux intervenants d'avoir bien respecté le timing. C'est rare, mais voilà, c'est important. Merci à tous. Dank u. Merci. Merci.